21. De la difficulté de l'amour. Marcus, savez-vous quel est le seul moyen de mesurer combien vous aimez quelqu'un? Non. C'est de le perdre. Il y a sur la route de Manbury un petit lac connu de toute la région et qui, pendant les beaux jours d'été, est pris d'assaut par les familles et les camps de vacances pour enfants. L'endroit est envahi dès le matin. Les berges se recouvrent de serviettes de plage et de parasols sous lesquels les parents s'avachissent tandis que leurs enfants s'ébrouent bruyamment dans une eau verte et tiédasse, mousseuse dans les endroits où les déchets des pique-niques, portés par le courant, s'amoncellent. Depuis qu'un enfant a marché sur une seringue usagée laissée sur la berge, c'était 2 ans plus tôt, la municipalité de Manbury s'est efforcée d'aménager les abords du lac. Des tables de pique-nique et des barbecues ont été disposés pour éviter la multiplication des feux sauvages qui donnaient à la pelouse des airs de paysage lunaire. Le nombre de poubelles a été considérablement augmenté, des toilettes en préfabriqué ont été installées, le parking, qui jouxte le bord du lac, vient d'être agrandi et bétonné, et de juin à août, une équipe d'entretien vient quotidiennement nettoyer les berges des déchets, des préservatifs et des crottes de chiens. Le jour où je me rendis au lac pour les besoins du livre, des enfants avaient attrapé une grenouille, probablement le dernier être vivant de ce plan d'eau, et essayaient de la démembrer en tirant simultanément sur ses 2 pattes arrière. Ernie Pinkas dit que ce lac est une bonne illustration de la décadence humaine qui frappe l'Amérique comme le reste du monde. 33 ans plus tôt, le lac était très peu fréquenté. Son accès était difficile. Il fallait laisser sa voiture le long de la route, passer une bande de forêt, puis marcher pendant un bon demi-mile à travers des herbes hautes et des rosiers sauvages. Mais l'effort en valait la peine. Le lac était magnifique, couvert de nénuphars roses et bordé par d'immenses saules pleureurs. À travers l'eau transparente, on pouvait voir le sillon des bandes perchettes dorées que des hérons cendrés venaient pêcher en se postant dans les roseaux. À l'une de ses extrémités, il y avait même une petite plage de sable gris. C'est au bord de ce lac que Harry était venu se cacher de Nola. C'est là qu'il se trouvait le samedi 5 juillet lorsqu'elle déposa sa première lettre contre la porte de sa maison. Samedi 5 juillet 1975. C'était la fin de la matinée lorsqu'il arriva aux abords du lac. Ernie Pinkas s'y trouvait déjà, se prélassant sur la berge. « Alors, vous êtes finalement venu » s'amusa Pinkas en le voyant. « Quel choc de vous rencontrer ailleurs qu'au Clarks !» Harry sourit. « Vous m'avez tellement parlé de ce lac que je ne pouvais pas ne pas venir. C'est beau, hein ? Magnifique. C'est ça la Nouvelle-Angleterre, Harry. C'est un paradis protégé et c'est ça qui me plaît. Partout dans le reste du pays, ils construisent et bétonnent à tour de bras. Mais ici, c'est différent. Je peux vous garantir que dans 30 ans, cet endroit sera resté intact. » Après être allés se rafraîchir dans l'eau, ils allèrent sécher au soleil et ils parlèrent littérature. « À propos de bouquins, demanda Pinkas, comment avance le vôtre ?»« Bof, se contenta de répondre Harry. Ne faites pas cette tête, je suis sûre que c'est très bon. »« Non, je crois que c'est très mauvais. »« Faites-moi lire, je vous donnerai un avis objectif, promis. »« Qu'est-ce que vous n'aimez pas ?»« Tout, je n'ai pas d'inspiration. Je ne sais pas comment commencer, je crois que je ne sais même pas de quoi je parle. »« Qu'est-ce que c'est comme histoire ?»« Une histoire d'amour. »« Ah, l'amour, soupira Pinkas. Vous êtes amoureux ?»« Oui. »« C'est un bon début. Dites Harry, est-ce que la grande vie ne vous manque pas trop ?»« Non, je suis bien ici. J'avais besoin de calme. »« Mais que faites-vous à New York exactement ?»« Je suis écrivain. » Pinkas hésita avant de le contredire. « Harry, ne le prenez pas mal, mais j'ai parlé à un de mes amis qui habite New York. »« Et ?»« Il dit qu'il n'a jamais entendu parler de vous. »« Tout le monde ne me connaît pas. Savez-vous combien de personnes vivent à New York ?» Pinkas sourit pour montrer qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. « Je crois que personne ne vous connaît, Harry. J'ai contacté la maison qui a édité votre livre. Je voulais en commander plus. Je ne connaissais pas cet éditeur. Je pensais que c'était moi qui étais ignorant, jusqu'à ce que je découvre qu'il s'agit d'une imprimerie à Brooklyn. Je leur ai téléphoné, Harry. Vous avez payé une imprimerie pour qu'ils tirent votre livre. » Harry baissa la tête, couvert de honte. « Alors vous savez tout, murmura-t-il. Je sais tout quoi ? Que je suis un imposteur. » Pinkas posa une main amicale sur son épaule. « Un imposteur ? Allons, ne dites pas de bêtises. J'ai lu votre bouquin et je l'ai adoré. C'est bien pour ça que je voulais en commander plus. C'est un livre magnifique, Harry. Pourquoi faudrait-il être un écrivain célèbre pour être un bon écrivain ? Vous avez énormément de talent, et je suis certain que vous serez bientôt très connu. Qui sait, peut-être que ce livre que vous êtes en train d'écrire sera un chef-d'œuvre. Et si je n'y arrive pas ? Vous y arriverez, je le sais. Merci, Ernie. Ne me remerciez pas, ce n'est que la vérité. Et ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien à personne. Tout ceci restera entre nous. Dimanche 6 juillet 1975. À 15 heures précises, Tamara Quinn posta son mari en costume sous le porche de leur maison avec une coupe de champagne dans la main et un cigare dans la bouche. « Surtout, ne bouge pas, lui intima-t-elle. »« Mais ma chemise me gratte, Bibichette. »« Tais-toi, Bobo. Ces chemises ont coûté très cher. Ce qui est cher ne gratte pas. »
Bibichette avait acheté les nouvelles chemises dans un magasin très en vue de Concorde. « Pourquoi je peux plus mettre mes autres chemises ?» demanda Bobo. « Je te l'ai dit, je ne veux pas que tu mettes tes vieilles fripes dégoûtantes lorsqu'un grand écrivain vient chez nous. »« Et je n'aime pas le goût du cigare. »« Dans l'autre sens, andouille, tu l'as mis à l'envers dans ta bouche. Ne vois-tu pas que la bague marque l'embouchure ? Je pensais que c'était un capuchon. »« Tu ne connais rien à la chiqueté. »« La chiqueté ? Ce sont les choses chics. »« Ah, je ne savais pas qu'on disait chiqueté. »« C'est parce que tu ne sais rien, mon pauvre Bobo. Harry doit arriver dans 15 minutes. Tâche de te montrer digne et essaie de l'impressionner. Comment dois-je faire ? Fume ton cigare d'un air pensif, comme un grand entrepreneur, et lorsqu'il te parle, prends un air supérieur. Comment fait-on pour avoir un air supérieur ? Excellente question. Comme tu es bête et que tu ne connais rien à rien, il faudra te montrer évasif. Il faut répondre aux questions par des questions. S'il te demande « Étiez-vous pour ou contre la guerre du Vietnam ?» Tu réponds « Vous-même, si vous posez la question, c'est que vous devez avoir un avis très précis à ce sujet. » Et là-dessus, paf, tu le sers de champagne, on appelle ça « faire diversion ». Oui, Bibichette. Et ne me déçois pas. Oui, Bibichette. Tamara rentra dans la maison et Robert s'assit dans un fauteuil en osier dépité. Il détestait ce Harry Kébert, soi-disant roi des écrivains, mais qui était surtout visiblement le roi des chichis. Et il détestait voir sa femme faire ses grandes danses nuptiales pour lui. Il ne s'y pliait que parce qu'elle lui avait promis qu'il pourrait être son Robert Cochonou ce soir, et qu'il pourrait même venir dormir dans sa chambre. Les époux Queen faisaient chambre à part. En général, une fois tous les 3 ou 4 mois, elle acceptait un coït, la plupart du temps après de longues supplications. Mais il y avait longtemps qu'il n'avait pas eu le droit de rester dormir avec elle. Dans la maison, à l'étage, Jenny était prête. Elle portait une grande robe de soirée, ample, avec épaulettes bouffantes, parure en toque, trop de rouge sur les lèvres et des bagues supplémentaires aux doigts. Tamara arrangea la robe de sa fille et lui sourit. « Tu es magnifique, ma chérie. Le Kébert va tomber raide dingue lorsqu'il va te voir. »« Merci, maman, mais n'est-ce pas trop ?»« Trop ? Non, c'est parfait. Mais nous n'allons qu'au cinéma. Et après, si vous allez faire un dîner chic après, y as-tu pensé ? Il n'y a pas de restaurant chic à Aurora. Et peut-être que Harry a réservé dans un très grand restaurant de Concorde pour sa fiancée. Maman, nous ne sommes pas encore fiancés. Oh, chérie, bientôt, j'en suis sûre. Vous êtes-vous embrassés ? Pas encore. En tout cas, s'il te tripote pour l'amour de Dieu, laisse-toi faire. Oui, maman. Et quelle charmante idée il a eue de te proposer d'aller au cinéma. En fait, c'était ma proposition. J'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai téléphoné, je lui ai dit « Mon Harry, vous travaillez trop. Allons au cinéma cet après-midi. » Et il a dit oui, tout de suite, sans hésiter une seconde. Tu vois, c'est comme si c'était son idée. J'ai toujours des remords de le déranger pendant qu'il écrit, parce qu'il écrit des textes sur moi. Je le sais, j'en ai vu un. Il disait qu'il ne venait au Clarks que pour me voir. Ah, chérie, c'est si excitant. Tamara attrapa une boîte de fard et peinturlura le visage de sa fille, tout en rêvassant. Il écrivait un livre pour elle. Bientôt, à New York, tout le monde parlerait du Clarks et de Jenny. Il y aurait sans doute un film aussi. Quelle merveilleuse perspective. Ce Kébert était l'exaucement de toutes ses prières. Comme ils avaient bien fait d'être des bons chrétiens, les voilà récompensés. Elle réfléchissait à toute allure. Il fallait absolument organiser une garden party dimanche prochain pour officialiser la chose. Le délai était court, mais le temps pressait. Le samedi d'après, ce serait déjà le bal de l'été, et toute la ville, médusée et envieuse, verrait sa Jenny au bras du grand écrivain. Il fallait donc que ses amis à elle voient sa fille et Harry ensemble avant le bal, pour que la rumeur fasse le tour d'Aurora et que, le soir du bal, il soit l'attraction de la soirée. Ah, quel bonheur! Elle s'était fait tellement de soucis pour sa fille. Elle aurait pu finir au bras d'un routier de passage. Pire, d'un socialiste. Pire, d'un nègre. Elle frémit à cette pensée. Sa Jenny est un affreux nègre. Soudain, une angoisse la saisit. Beaucoup de grands écrivains étaient des juifs. Et si Kébert était un juif, quelle horreur! Peut-être même un juif socialiste. Elle regretta que les juifs puissent être blancs de peau, parce que cela les rendait invisibles. Au moins, les noirs avaient l'honnêteté d'être noirs, pour qu'on puisse les identifier clairement. Mais les juifs étaient sournois. Elle ressentit des crampes dans son ventre, son estomac se nouait. Depuis l'affaire Rosenberg, elle avait une grande peur des juifs. Ils avaient tout de même livré la bombe atomique aux soviets. Comment savoir si Kébert était juif? Elle eut soudain une idée. Elle regarda sa montre. Elle avait juste le temps d'aller au magasin général avant qu'il n'arrive. Et elle s'empressa de faire l'aller-retour. À 15h20, une Chevrolet Monte-Carlo noire se gara devant la maison des Queen. Robert Queen fut surpris de voir Harry Kébert en sortir. C'était un modèle de voiture qu'il appréciait en particulier. Il nota également que le grand écrivain était en tenue très décontractée. Il lui adressa malgré tout un salut d'une grande solennité et lui offrit immédiatement de boire quelque chose plein de chiqueté, ainsi que lui avait enseigné sa femme. « Champagne !» hurla-t-il. À vrai dire, je ne suis pas très champagne, répondit Harry.
Peut-être juste une bière, si vous avez. Bien sûr, s'enthousiasma soudain familièrement Robert. La bière, il connaissait bien. Il avait même un livre sur toutes les bières qu'on fabriquait en Amérique. Il s'empressa d'aller chercher 2 bouteilles fraîches dans le frigo et annonça au passage à ses dames à l'étage que le pas si grand que ça, Harry Kébert, était arrivé. Assis sous la marquise, les bras de chemise remontés, les 2 hommes trinquèrent en entrechoquant leurs bouteilles et parlèrent voiture. « Pourquoi la Monte-Carlo » demanda Robert. « Je veux dire, vu votre situation, vous pourriez choisir n'importe quel modèle, et vous prenez la Monte-Carlo. C'est un modèle sportif et pratique à la fois. Et puis, j'aime sa coupe. Moi aussi, j'étais à 2 doigts de craquer l'an passé. »« Vous auriez dû. Ma femme ne voulait pas. Il fallait acheter la voiture d'abord et lui demander son avis après. » Robert éclata de rire. Ce Kébert était en fait quelqu'un de très simple, d'affable et surtout de très sympathique. À cet instant déboula Tamara, avec dans les mains ce qu'elle était allée chercher au magasin général, un plateau débordant de petits sandwichs au jambon. Elle s'époumonna. « Bonjour, monsieur Kébert, bienvenue. Voulez-vous un sandwich au jambon ?» Harry la salua et se servit. Tamara sentit une douce sensation de soulagement l'envahir en voyant son invité manger du cochon. C'était l'homme parfait. Il n'était ni nègre ni juif. Recouvrant ses esprits, elle remarqua que Robert avait enlevé sa cravate et que les 2 hommes buvaient de la bière à même la bouteille. « Mais qu'est-ce que vous fabriquez ? Vous ne buvez pas de champagne ? Et toi, Robert, pourquoi es-tu à moitié débraillé ?»« J'ai chaud, » se plaignit Bobo. Moi, je préfère la bière, » expliqua Harry. Arriva alors Jenny, trop habillée mais magnifique dans sa robe de soirée. Au même moment, au 245 Terrasse Avenue, le révérend Kellergan trouva sa fille en pleurs dans sa chambre. « Que se passe-t-il, ma chérie ?»« Oh, papa, je suis si triste. »« Pourquoi ?»« À cause de maman. »« Ne dis pas ça. » Nola était assise par terre, les yeux pleins de larmes. Le révérend eut beaucoup de peine pour elle. « Et si nous allions au cinéma ?» proposa-t-il pour la consoler. « Toi, moi et un énorme sachet de pop-corn. La séance est à 16h, nous avons encore le temps. » « Ma Jenny est une fille très spéciale, » expliqua Tamara, pendant que Robert, profitant que sa femme ne le regardait pas, s'empiffrait de sandwich. Figurez-vous qu'à 10 ans seulement, elle était déjà la reine de tous les concours de beauté régionaux. « Tu te rappelles, Jenny chérie ?»« Oui, maman, » soupira Jenny, mal à l'aise. « Et si on regardait les anciens albums de photos ?» suggéra Robert, la bouche pleine, répétant la pièce de théâtre que lui avait fait apprendre sa femme. « Oh oui !» s'enthousiasma Tamara, « les albums de photos !» Elle s'empressa d'aller chercher une pile d'albums qui retraçait les 24 premières années d'existence de Jenny. Et, tout en tournant les pages, elle s'écriait « Mais qui est cette magnifique jeune fille ?» Et elle et Robert répondaient en chœur « C'est Jenny !» Après les photos, Tamara ordonna à son mari de remplir les coupes de champagne, puis elle se décida à parler de la garden party qu'elle comptait organiser le dimanche suivant. « Si vous êtes libre, venez déjeuner dimanche prochain, monsieur Kébert. »« Volontiers, répondit-il. »« Ne vous inquiétez pas, ce sera rien de très compliqué. Je veux dire, je sais que vous êtes venu ici pour être loin de l'agitation mondaine new-yorkaise. Ce sera juste un déjeuner champêtre entre gens bien. » 10 minutes avant 16h, Nola et son père entraient dans le cinéma lorsque la Chevrolet Monte-Carlo noire se parqua devant. « Va déjà nous prendre des places, » suggéra David Kellergan à sa fille. « Je m'occupe du pop-corn. » Nola pénétra dans la salle à l'instant où Harry et Jenny entraient dans le cinéma. « Va déjà prendre des places, » suggéra Jenny à Harry. « Je passe rapidement aux toilettes. » Harry pénétra dans la salle et, dans la cohue des spectateurs, tomba nez à nez avec Nola. Lorsqu'il la vit, il sentit son cœur exploser. Elle lui manquait tellement. Lorsqu'elle le vit, elle sentit son cœur exploser. Elle devait lui parler. S'il était avec cette Jenny, il devait lui dire. Elle avait besoin de l'entendre. « Harry, dit-elle, Nola ?» À cet instant, Jenny surgit d'entre la foule. Nola, en la voyant, comprit qu'elle était venue avec Harry et s'enfuit hors de la salle. « Tout va bien, Harry ?» demanda Jenny, qui n'avait pas eu le temps de voir Nola. « Tu as l'air étrange. »« Oui, je reviens. Prends-nous des places. Je vais acheter du pop-corn. »« Oui, du pop-corn. Demande-les avec beaucoup de beurre. » Harry passa les portes battantes de la salle. Il vit Nola traverser le hall principal et monter à la galerie du premier étage, fermée au public. Il grimpa les marches des escaliers 4 à 4 pour la rattraper. L'étage était désert. Il la rattrapa, lui saisit la main et la coinça contre un mur. « Lâchez-moi, dit-elle. Lâchez-moi ou je crie. »« Nola, ne sois pas fâchée contre moi. Pourquoi m'évitez-vous ? Pourquoi ne venez-vous plus au Clarks ? Je suis désolée. Vous ne me trouvez pas jolie, c'est ça ? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous étiez fiancée à Jenny Quinn ? » « Quoi ? Je ne suis pas fiancée. Qui t'a dit ça ?» Elle eut un immense sourire de soulagement. « Jenny et vous n'êtes pas ensemble ? » ?»« Non, je te dis que non. »« Alors, vous ne me trouvez pas laide ? » ?»« Laide, mais enfin, Nola, tu es tellement belle. »« C'est vrai ? J'ai été si triste. Je pensais que vous ne vouliez pas de moi. J'ai même eu envie de me jeter par la fenêtre. Tu ne dois pas dire de choses pareilles. »
Alors dites-moi encore que je suis jolie. Je te trouve très jolie, je regrette de t'avoir causé du chagrin. Elle sourit encore, toute cette histoire n'était qu'un quiproquo. Il l'aimait, il s'aimait. Elle murmura. N'en parlons plus. Serrez-moi contre vous, je vous trouve tellement brillant, si beau, si élégant. Je ne peux pas, Nola. Pourquoi? Si vous me trouviez vraiment belle, vous ne me rejetteriez pas. Je te trouve très belle, mais tu es une enfant. Je ne suis pas une enfant. Nola, toi et moi, c'est impossible. Pourquoi êtes-vous si méchant avec moi? Je ne veux plus jamais vous parler. Nola, Laissez-moi maintenant, laissez-moi, ne me parlez plus ou je dirai à tout le monde que vous êtes un pervers. Allez rejoindre votre petite chérie, c'est elle qui m'a dit que vous étiez ensemble, je sais tout et je vous déteste, Harry. Partez, partez. Elle le repoussa, dévala les marches et s'enfuit hors du cinéma. Harry, dépité, retourna dans la salle. En poussant la porte, il tomba sur le père Kellergan. Bonjour, Harry. Révérend. Je cherche ma fille, l'avez-vous vue? Je l'avais chargée de nous prendre des places, mais elle a comme disparu. Je crois qu'elle vient de partir. Partir? Comment ça? Mais le film va commencer. Après le film, ils allèrent manger une pizza à Montbury. Sur la route du retour à Aurora, Jenny rayonnait. Ça avait été une merveilleuse soirée. Elle voulait passer toutes ses soirées et toute sa vie avec cet homme. Harry, ne me ramène pas tout de suite, supplia-t-elle. Tout a été si parfait. Je voudrais prolonger encore cette soirée. Nous pourrions aller sur la plage. La plage? Pourquoi la plage? Demanda-t-il. Parce que c'est si romantique. Gare-toi près de Grand Beach, il n'y a jamais personne. Nous pourrions flirter comme des étudiants, coucher sur le capot de la voiture, regarder les étoiles et profiter de la nuit. S'il te plaît. Il voulut refuser, mais elle insista. Il proposa alors la forêt plutôt que la plage. La plage s'était réservée à Nola. Il se gara près de Side Creek Lane, et dès qu'il eut coupé le moteur, Jenny se jeta sur lui pour l'embrasser à toutes lèvres. Elle lui tint la tête et l'étouffa avec sa langue sans lui en demander la permission. Ses mains le touchaient partout, elle poussait des gémissements détestables. Dans l'habitacle étroit de la voiture, elle monta sur lui. Il sentit ses tétons durs contre son torse. Elle était une femme magnifique, elle aurait fait une épouse modèle, et elle ne demandait que ça. Il l'aurait épousée le lendemain sans hésiter. Une femme comme Jenny était le rêve de beaucoup d'hommes. Mais dans son cœur, il y avait déjà 4 lettres qui prenaient toute la place. N-O-L-A. Harry, dit Jenny, tu es l'homme que j'attendais depuis toujours. Merci. Es-tu heureux avec moi? Il ne répondit pas et se contenta de la repousser gentiment. Nous devrions rentrer, Jenny. Je n'avais pas vu qu'il était déjà si tard. La voiture démarra et prit la direction d'Aurora. Lorsqu'il la déposa devant chez elle, il ne remarqua pas qu'elle pleurait. Pourquoi ne lui avait-il pas répondu? Ne l'aimait-il pas? Pourquoi se sentait-elle si seule? Elle ne demandait pourtant pas grand-chose. Tout ce dont elle rêvait, c'était d'un homme gentil, qui l'aime et qui la protège, qui lui offre des fleurs de temps en temps et qui l'emmène dîner. Même des hot-dogs, s'il n'avait pas beaucoup de moyens. Juste pour le plaisir de sortir ensemble. Au fond, qu'importait Hollywood du moment qu'elle trouvait quelqu'un qu'elle aime et qu'il l'aime en retour. Depuis la marquise, elle regarda la Chevrolet noire s'éloigner dans la nuit et elle éclata en sanglots. Elle cacha son visage entre ses mains pour que ses parents ne l'entendent pas. Surtout sa mère, elle ne voulait pas devoir lui rendre de compte. Elle attendrait que les lumières s'éteignent à l'étage pour rentrer chez elle. Elle entendit soudain un bruit de moteur et releva la tête, pleine d'espoir que ce soit Harry qui revenait pour la prendre contre lui et la consoler. Mais c'était une voiture de police qui venait de s'arrêter devant la maison. Elle reconnut Travis Down, que le hasard de sa patrouille avait conduit devant chez les Quinn. « Jenny, tout va bien ?» demanda-t-il par la fenêtre ouverte de la voiture. Elle haussa les épaules. Il coupa le moteur et ouvrit sa portière. Avant de sortir du véhicule, il déplia un morceau de papier précieusement rangé dans sa poche et relut rapidement les mots. « Moi. Salut Jenny, ça va ?» Elle. « Salut Travis, quoi de neuf ?» Moi. « Je passais par là par hasard. Tu as l'air en forme. Je me demandais si tu avais un cavalier pour le bal de l'été. Je me disais qu'on pourrait aller ensemble. » Improviser. Lui proposer une balade et ou un milkshake. Il la rejoignit sous la marquise et s'assit à côté d'elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'inquiéta-t-il. « Rien, dit Jenny en s'essuyant les yeux. C'est pas rien, je vois bien que tu pleures. Quelqu'un me fait du mal. Quoi? Qui? Dis-moi qui? Tu peux tout me dire, je vais lui régler son compte, tu verras. Elle sourit tristement et posa la tête sur son épaule. Ce n'est pas important, mais merci Travis, t'es un chouette type. Je suis contente que tu sois là. Il osa passer un bras réconfortant autour de ses épaules. Tu sais, reprit Jenny, j'ai reçu une lettre d'Emily Cunningham, celle qui était avec nous au lycée. Elle vit à New York maintenant. Elle a trouvé un bon emploi. Elle est enceinte de son premier enfant. Parfois, je réalise que tout le monde est parti d'ici, tout le monde sauf moi. Et toi? Au fond, pourquoi on est resté à Aurora, Travis? Je sais pas, ça dépend.
Mais toi, par exemple, pourquoi t'es restée ? Je voulais rester près de quelqu'un que j'aime bien. Qui ça ? Je la connais ? Eh bien, justement, tu sais, Jenny, je voulais te demander, enfin, si tu... À propos... Il serra sa feuille dans sa poche et essaya de rester calme, lui proposer d'être sa cavalière pour le bal. C'était pas sorcier. Mais à cet instant, la porte de la maison s'ouvrit à grand fracas. C'était Tamara en robe de chambre et bigoudi. « Jenny chérie, mais qu'est-ce que tu fais dehors ? Il me semblait bien avoir entendu des voix. Oh, mais c'est ce gentil Travis. Comment vas-tu, mon garçon ? Bonsoir, Madame Queen. Jenny, tu tombes bien. Rentre m'aider, veux-tu ? Je dois enlever ces machins de ma tête et ton père est complètement incapable. À croire que le Seigneur lui a collé des pieds à la place des mains. Jenny se leva et salua Travis d'un signe de la main. Elle disparut dans la maison et il resta un long moment assis seul sous la marquise. À minuit, ce soir-là, Nola passa par la fenêtre de sa chambre et s'enfuit de chez elle pour aller retrouver Harry. Elle devait savoir pourquoi il ne voulait plus d'elle. Pourquoi n'avait-il même pas répondu à sa lettre ? Pourquoi ne lui écrivait-il pas ? Il lui fallut une bonne demi-heure de marche pour arriver à Goose Cove. Elle vit de la lumière sur la terrasse. Harry était installé devant sa grande table en bois à regarder l'océan. Il sursauta lorsqu'elle l'appela par son prénom. « Bon sang, Nola, tu m'as fait une de ces peurs !»« Voilà donc ce que je vous inspire, de la peur. Tu sais que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais là ?» Elle se mit à pleurer. « Je n'en sais rien. Je vous aime tellement. Je n'ai jamais ressenti ça. »« Tu t'es enfuie de chez toi ?»« Oui. Je vous aime, Harry. M'entendez-vous ? Je vous aime comme je n'ai jamais aimé et comme je n'aimerai plus jamais. » « Ne dis pas ça, Nola. »« Pourquoi ?» Il avait des nœuds dans le ventre. Devant lui, la feuille qu'il cachait était le premier chapitre de son roman. Il avait enfin réussi à le commencer. C'était un livre à propos d'elle. Il lui écrivait un livre. Il l'aimait tellement qu'il lui écrivait un livre. Pourtant, il n'osa pas le lui dire. Il avait trop peur de ce qui pourrait se passer s'il l'aimait. « Je ne peux pas t'aimer, dit-il d'un ton faussement détaché. Elle laissa les larmes déborder de ses yeux. « Vous mentez, vous êtes un salaud et vous mentez. Pourquoi Rockland alors ? Pourquoi tout ça ?» Il se força à être méchant. « C'était une erreur. »« Non, non, je pensais que vous et moi, c'était spécial. C'est à cause de Jenny, vous l'aimez, hein ? Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas, hein ?» Et Harry, incapable de dire quoi que ce soit, regarda Nola en pleurs, qui s'enfuyait à toutes jambes dans la nuit. Ce fut une nuit atroce, me raconta Harry dans la salle de visite de la prison d'État. Nola et moi, c'était très fort, vous comprenez ? C'était complètement fou. De l'amour comme on n'en a qu'une fois dans une vie. Je la vois encore partir en courant cette nuit-là sur la plage. Et moi qui me demande ce que je devais faire. Dois-je lui courir après ? Ou dois-je rester terrée chez moi ? Dois-je avoir le courage de quitter cette ville ? Je passais les jours suivants au lac de Manbury, juste pour ne pas être à Goose Cove, pour qu'elle ne vienne pas me trouver. Quant à mon livre, la raison de ma venue à Aurora, et pourquoi j'avais sacrifié mes économies, il n'avançait pas, ou plus. J'avais écrit les premières pages, mais j'étais de nouveau bloquée. C'était un livre sur Nola, mais comment écrire sans elle ? Comment écrire une histoire d'amour qui était vouée à l'échec ? Je restais des heures entières devant mes feuilles. Des heures pour quelques mots, 3 lignes. 3 lignes mauvaises, des banalités insipides. Ce stade navrant où vous vous mettez à haïr tout ce qui est livre et écriture parce que tout est mieux que vous, au point que même le menu d'un restaurant vous semble avoir été rédigé avec un talent démesuré. T-bone steak, $8. Quelle maestria, il fallait y penser. C'était l'horreur absolue, Marcus. J'étais malheureux et à cause de moi, Nola était malheureuse aussi. Pendant presque toute une semaine, je l'ai évitée autant que possible. Elle revint pourtant plusieurs fois à Goose Cove le soir. Elle venait avec des fleurs sauvages qu'elle avait cueillies pour moi. Elle tapait à la porte, elle suppliait. « Harry, Harry chéri, j'ai besoin de vous. Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Laissez-moi au moins vous parler. » Et moi, je faisais le mort. Je l'entendais s'effondrer contre la porte et taper encore en sanglotant. Et moi, je restais de l'autre côté, sans bouger. J'attendais. Parfois, elle restait ainsi plus d'1 heure. Puis, je l'entendais déposer ses fleurs contre la porte et s'en aller. Je me précipitais à la fenêtre de la cuisine et je la regardais qui repartait sur le chemin en gravier. J'avais envie de m'arracher le cœur tant je l'aimais. Mais elle avait 15 ans. Celle qui me rendait fou d'amour avait 15 ans. Alors j'allais ramasser les fleurs, et comme tous les autres bouquets qu'elle m'avait apportés, je les mettais dans un vase dans le salon. Et je contemplais ces fleurs pendant des heures. J'étais tellement seule et tellement triste. Et puis le dimanche 13 juillet 1975, il y eut cet événement terrible. Dimanche 13 juillet 1975. Une foule compacte se tenait devant le 245 Terrace Avenue. La nouvelle avait déjà fait le tour de la ville. Elle était partie du chef Pratt, ou plutôt de sa femme, Amy, après que son mari avait été appelé en urgence chez les Kellergan. Amy Pratt avait aussitôt prévenu sa voisine, qui avait téléphoné à une amie, qui avait appelé sa sœur, dont les enfants, enfourchant leur vélo, étaient allés sonner aux portes des maisons de leurs camarades. Il s'était passé quelque chose de grave. Devant la maison des Kellergan, il y avait 2 voitures de police et une ambulance.
L'agent Trevisdon contenait les curieux sur le trottoir. Depuis le garage, on entendait de la musique hurler. Ce fut Ernie Pincas qui prévint Harry sur le coup de 10 heures du matin. Il tambourina à sa porte et comprit qu'il l'avait réveillé en le trouvant en robe de chambre, les cheveux en bataille. « Je suis venu parce que je pensais bien que personne ne vous préviendrait, dit-il. »« Me préviendrait de quoi ?»« C'est Nola. »« Quoi, Nola ? » ?»« Elle a essayé de se foutre en l'air. Elle a essayé de se suicider. » 20. Le jour de la garden party. « Harry, est-ce qu'il y a un ordre à tout ce que vous me racontez ?»« Oui, absolument. »« Lequel ? » Eh bien, maintenant que vous posez la question, peut-être qu'il n'y en a pas, en fait. « Harry, c'est important. Je ne vais pas y arriver si vous ne m'aidez pas. »« Allons, peu importe mon ordre. C'est le vôtre qui compte au final. Alors à combien sommes-nous, là ? 19 ? Au 20. Alors 20. La victoire est en vous, Marcus. Il vous suffit de bien vouloir la laisser sortir. Roy Barnaski me téléphona dans la matinée du samedi 28 juin. « Cher Goldman, me dit-il, vous savez quelle date nous serons lundi ?»« Le 30 juin. »« Le 30 juin, ça alors ! C'est fou comme le temps galope. Il tempo est passato, Goldman. Et que se passe-t-il le 30 juin ? C'est la journée nationale des météores, répondis-je. Je viens de lire un article à ce sujet. Le 30 juin, votre délai expire, Goldman. Voilà ce qui se passe ce jour-là. Je viens de parler avec Douglas Claren, votre agent. Il est dans tous ses états. Il dit qu'il ne vous appelle plus parce que vous êtes devenu incontrôlable. Goldman est un cheval fou, c'est ce qu'il m'a dit. On essaie de vous tendre une main secourable, de trouver un arrangement, mais vous préférez galoper sans but et foncer droit dans le mur. Une main secourable ? Vous voulez que j'invente une espèce de récit érotique à propos de Nola Kellergan ? Tout de suite les grands mots, Marcus. Je veux divertir le public, lui donner envie d'acheter des livres. Les gens achètent de moins en moins de livres, sauf lorsqu'on y trouve des histoires épouvantables qui les relient à leur propre infâme pulsion. Je ne ferai pas un livre poubelle juste pour sauver ma carrière. Comme vous voudrez. Alors voilà ce qui se passera le 30 juin. Marisa, ma secrétaire, que vous connaissez bien, viendra dans mon bureau pour la réunion de 10h30. Tous les lundis à 10h30, nous passons en revue les principales échéances de la semaine. Elle me dira « Marcus Goldman avait jusqu'à aujourd'hui pour vous déposer son manuscrit. Nous n'avons rien reçu. » J'acquiescerai d'un air grave, je laisserai probablement s'écouler la journée, repoussant mon horrible devoir, puis vers 17h30, la mort dans l'âme, j'appellerai Richardson, le chef du service juridique, pour l'informer de la situation. Je lui dirai que nous entamons des poursuites immédiates à votre encontre pour non-respect des clauses contractuelles et que nous réclamons des dommages et intérêts à hauteur de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars ? Vous êtes ridicule, Barnaski. Vous avez raison, 15 millions. Vous êtes un con, Barnaski. Eh bien justement, c'est là que vous faites erreur, Goldman. Le con, c'est vous. Vous voulez jouer dans la cour des grands, mais vous ne voulez pas respecter les règles. Vous voulez jouer en NHL, mais vous refusez de participer au match de play-off, et ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et vous savez quoi ? Avec l'argent de votre procès, je paierai grassement un jeune écrivain débordant d'ambition pour raconter l'histoire de Marcus Goldman, ou comment un type prometteur mais plein de bons sentiments a saboté sa carrière et son avenir. Il viendra vous interviewer dans le cabanon minable en Floride où vous vivrez reclus et cuité au whisky dès 10h du matin pour vous empêcher de ressasser le passé. À bientôt, Goldman. Rendez-vous devant le juge. Il raccrocha. Peu après cet édifiant coup de fil, je me rendis au Clarks pour y déjeuner. J'y croisai fortuitement les Queens version 2008. Tamara était au comptoir à houspiller sa fille parce qu'elle ne faisait pas assez comme ci ou pas assez comme ça. Robert, lui, était caché dans un coin, installé sur une banquette, à manger des œufs brouillés et à lire le cahier des sports du Concord Herald. Je m'assis à côté de Tamara, ouvris un journal au hasard et feignis de me plonger dedans pour mieux l'écouter renacler et se plaindre que la cuisine avait l'air sale, que le service n'était pas assez rapide, que le café était froid, que les bouteilles de sirop d'érable étaient collantes, que les sucriers étaient vides, que les tables étaient tachées de gras, qu'il faisait trop chaud à l'intérieur, que ses toasts n'étaient pas bons et qu'elle ne paierait pas un cent pour son plat, que 2 dollars pour du café c'était du vol, qu'elle n'y aurait jamais cédé ce restaurant si elle avait su qu'elle en ferait un boui-boui de seconde zone, elle qui avait eu tellement d'ambition pour cet établissement et que d'ailleurs, à son époque, les gens accouraient de tout l'État pour ses hamburgers dont on disait qu'ils étaient les meilleurs de la région. Comme elle remarqua que je l'écoutais, elle me regarda d'un air méprisant et m'invectiva. « Vous, le jeune type, là, pourquoi vous écoutez ?» Je pris un air de sainte nitouche et je me tournai vers elle. « Moi ? Mais je ne vous écoute pas, madame. »« Bien sûr que vous écoutez, puisque vous me répondez. Vous êtes d'où ? » ?»« New York, madame. » Elle s'adoucit immédiatement, comme si le mot New York avait eu pour effet de l'apaiser, et elle me demanda d'une voix mielleuse. « Qu'est-ce qu'un jeune New-Yorkais de si bonne allure vient faire à Aurora ?»« J'écris un livre. » Elle s'assombrit aussitôt et se mit à beugler. « Un livre ? Vous êtes écrivain ? Je déteste les écrivains. C'est une race d'oisifs, de bons à rien et de menteurs. Vous vivez de quoi ? Des subventions de l'État ? C'est ma fille qui tient ce restaurant, et je vous préviens, elle ne vous fera pas crédit. Alors si vous ne pouvez pas payer, foutez le camp.
Foutez le camp avant que j'appelle les flics. Le chef de la police est mon beau-fils. Jenny, derrière son comptoir, eut un air navré. Ma, c'est Marcus Goldman, c'est un écrivain connu. La mère Queen s'étouffa avec son café. Nom de Dieu, vous êtes ce petit fils de pute qui traînait dans les jupes de Kébert? Oui, madame. Vous avez bien grandi depuis le temps. Vous êtes même devenu pas mal. Voulez-vous savoir ce que je pense de Kébert? Non, merci, madame. Je vais vous le dire quand même. Je pense que c'est un fieffé enfant de putain et qu'il mérite de finir sur la chaise électrique. Ma, protesta Jenny. C'est la vérité. Ma, arrête. Ta gueule, ma fille. C'est moi que je cause. Prenez note, monsieur l'écrivain à la con. Si vous avez une once d'honnêteté, écrivez la vérité sur Harry Kébert. C'est le dernier des salopards. C'est un pervers, une crevure et un meurtrier. Il a tué la petite Nola, la mère Cooper, et d'une certaine façon, il a aussi tué ma Jenny. Jenny s'enfuit dans la cuisine. Je crois qu'elle pleurait. Assise sur sa chaise de bar, droite comme un i, l'œil brillant de rage et le doigt pointé en l'air, Tamara Queen me raconta la raison de son courroux et comment Harry Kébert avait déshonoré son nom. L'incident dont elle me fit part s'était produit le dimanche 13 juillet 1975. Journée qui aurait dû être mémorable pour la famille Queen qui organisait ce jour-là, sur la pelouse fraîchement tondue de son jardin et dès midi, comme l'indiquait le carton d'invitation envoyé à la petite dizaine d'invités, une garden party. 13 juillet 1975. C'était un grand événement et Tamara Queen avait vu les choses en grand. Tente dressée dans le jardin, argenterie et nappe blanche sur la table, déjeuner sous forme de buffet commandé chez un traiteur de Concorde et composé de délicieux amuse-bouches, de homards, de coquilles Saint-Jacques, de palourdes et de salades russes. Un serveur avec référence avait été prévu pour assurer le service des boissons fraîches et du vin italien. Tout devait être parfait. Ce déjeuner allait être un rendez-vous mondain de première importance. Jenny s'apprêtait à présenter officiellement son nouveau petit ami à quelques membres éminents de la bonne société d'Aurora. Il était 10 minutes avant midi. Tamara contemplait avec fierté l'arrangement de son jardin. Tout était prêt. Elle attendrait la dernière minute pour sortir les plats à cause de la chaleur. Ah, comme tout le monde se délecterait des coquilles Saint-Jacques, des palourdes et des queues de homard, tout en écoutant la brillante conversation de Harry Kébert avec, à son bras, sa Jenny, magnifique. On frôlait le grandiose. Et Tamara frémit de plaisir en imaginant la scène. Elle admira encore ses préparatifs, puis elle révisa une dernière fois le plan de table qu'elle avait noté sur une feuille de papier et qu'elle s'efforçait d'apprendre par cœur. Tout était parfait. Il ne manquait plus que les invités. Tamara avait confié 4 de ses amis et leurs maris. Elle avait longuement réfléchi au nombre d'invités. C'était un choix difficile. Trop peu de convives pourraient laisser penser que c'était une garden party ratée, et trop de personnes présentes pourraient facilement donner à son exquis déjeuner champêtre des allures de kermesse. Elle avait finalement décidé de piocher parmi celles qui alimenteraient la ville des plus folles rumeurs. Celles grâce à qui on dirait bientôt que Tamara Queen organisait des événements chics très sélectifs depuis que son futur gendre était l'étoile des lettres américaines. Elle avait donc invité Amy Pratt, parce qu'elle était l'organisatrice du bal de l'été, Belle Carlton, qui se considérait comme la prêtresse du bon goût parce que son mari changeait de voiture chaque année, Cindy Thurston, qui était à la tête de nombreux clubs féminins, et Donna Mitchell, une peste qui parlait trop et passait son temps à se vanter de la réussite de ses enfants. Tamara s'apprêtait à leur en mettre plein la vue. Dès réception du carton, elle lui avait d'ailleurs toutes téléphoné pour savoir quelle était l'occasion de cette festivité, mais elle avait su prolonger le suspense en restant savamment évasive. « Je dois vous annoncer une grande nouvelle. » Elle avait hâte de voir la tête qu'elle ferait toute lorsqu'elle verrait sa Jenny et le grand Kébert ensemble, pour la vie. Bientôt la famille Queen serait l'objet de toutes les discussions et toutes les envies. Tamara, trop occupée par son déjeuner, était l'une des rares habitantes de la ville à ne pas être en train de s'agiter devant le domicile des Kellergan. En début de matinée, elle avait appris la nouvelle, comme tout le monde, et elle avait eu peur pour sa garden party. Nola avait essayé de se tuer. Mais grâce à Dieu, la petite avait lamentablement raté son suicide, et elle s'était sentie doublement chanceuse. D'abord parce que, si Nola était morte, il aurait fallu annuler la fête. Ce n'aurait pas été correct de célébrer un événement en pareilles circonstances. Ensuite, c'était une bénédiction que l'on fût dimanche, et non samedi. Parce que si Nola avait essayé de se tuer un samedi, il aurait fallu la faire remplacer aux Clarks, et cela aurait été très compliqué. Nola était décidément une brave petite d'avoir fait son affaire un dimanche matin et d'avoir échoué de surcroît. Satisfaite de l'arrangement extérieur, Tamara s'en alla contrôler ce qui se passait à l'intérieur de la maison. Elle trouva Jenny à son poste, dans l'entrée, prête à accueillir les invités. Il fallut cependant houspiller avec vigueur ce pauvre bobo, qui était en chemise-cravate mais n'avait pas encore mis son pantalon parce que, le dimanche, il avait le droit de lire son journal en caleçon dans le living room, et qu'il aimait quand les courants d'air venaient danser dans son caleçon parce que ça rafraîchissait à l'intérieur, surtout les parties velues, et que c'était très agréable. « C'est fini ces histoires de se montrer tout nu, le gronda sa femme. « Alors quoi, quand le grand Harry Kébert sera notre gendre, tu te montreras aussi en caleçon ?» « Tu sais, répondit Bobo, je crois qu'il n'est pas comme on pense qu'il est.
Au fond, c'est un garçon très simple. Il aime les moteurs de voiture, la bière bien fraîche, et je pense qu'il ne s'offusquerait pas de me voir en tenue du dimanche. D'ailleurs, je le lui demanderai. Tu ne vas rien demander du tout. Tu ne dois pas prononcer une seule sornette durant ce repas. D'ailleurs, c'est bien simple, je ne veux pas t'entendre. Ah, mon pauvre Bobo, si c'était légal, je te coudrais les lèvres ensemble pour que tu ne puisses plus parler. Chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour dire des imbécilités. Le dimanche, désormais, c'est pantalon-chemise. Point final. Plus question de devoir traîner en petite culotte dans la maison. Nous sommes désormais des gens très importants. Tandis qu'elle parlait, elle remarqua que son mari avait griffonné quelques lignes sur une carte posée devant lui sur la table basse du salon. « Qu'est-ce que c'est » aboya-t-elle. « C'est quelque chose. »« Montre-moi. »« Non » se rebiffa Bobo en attrapant la carte. « Bobo, je veux voir. »« C'est du courrier personnel. »« Oh, monsieur écrit du courrier personnel maintenant ? Montre-moi, je te dis. C'est quand même moi qui décide dans cette maison, oui ou crotte ?» Elle arracha des mains de son mari la carte qu'il essayait de dissimuler sous son journal. L'image représentait un chiot. Elle lut à voix haute sur un ton moqueur. « Bien cher Nola, nous te souhaitons un bon rétablissement et nous espérons te retrouver très vite au Clarks. Voici des bonbons pour mettre de la douceur dans ta vie, bien à toi, famille Queen. »« Qu'est-ce que c'est que cette nullité » s'écria Tamara. « Une carte pour Nola. Je vais aller acheter des douceurs et lui mettre avec. Ça lui fera plaisir, tu ne penses pas ?»« Tu es ridicule, Bobo. Cette carte avec ce petit chien est ridicule. Ton texte est ridicule. Nous espérons te retrouver très vite au Clarks. Elle vient d'essayer de se foutre en l'air. Tu penses vraiment qu'elle a envie de retourner servir le café ? Et des bonbons ? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse avec des bonbons ? Elle les mangera, je pense que ça lui fera plaisir. Tu vois, tu saccages tout. C'est pour ça que je ne voulais pas te montrer. Oh, arrête de pleurnicher, Bobo, s'agaça Tamara en déchirant la carte en 4 morceaux. Je vais envoyer des fleurs chics d'un bon magasin de Manbury, pas tes bonbons de supermarché, et je ferai le mot moi-même sur une carte blanche. J'écrirai d'une belle écriture « Meilleur rétablissement » de la part de la famille Queen et de Harry Kébert. Enfile ton pantalon maintenant, mes invités ne vont plus tarder. Donna Mitchell et son mari sonnèrent à la porte à midi pile, rapidement suivis par Amy et le chef Pratt. Tamara ordonna au serveur d'apporter les cocktails de bienvenue qu'ils burent dans le jardin. Le chef Pratt raconta alors comment il avait été tiré du lit par le téléphone. La petite Kellergan a essayé d'avaler des tas de cachets. Je crois qu'elle a avalé tout et n'importe quoi, dont quelques somnifères, mais rien de bien grave. Elle a été conduite à l'hôpital de Manbury pour un lavage d'estomac. C'est le révérend qui l'a trouvée dans la salle de bain. Il assure qu'elle était fiévreuse et qu'elle s'est trompée de médicaments. Moi, ce que j'en dis... L'important, c'est que la petite aille bien. Une chance que ça soit passé le matin et pas à midi, dit Tamara. Ça aurait été dommage que vous ne puissiez pas venir ici. Justement, qu'as-tu de si important à nous annoncer demanda Donna qui n'y tenait plus. Tamara eut un large sourire et répondit qu'elle préférait attendre que tous les invités soient présents pour faire son annonce. Les Thirsten arrivèrent peu après et le couple Carlton à 12h20, justifiant son retard par un problème dans la direction de leur nouvelle voiture. Tout le monde était là désormais. Tout le monde, sauf Harry Kébert. Tamara proposa de prendre un second cocktail de bienvenue. « Qui attend-on » demanda Donna. « Vous allez voir » répondit Tamara. Jenny sourit. Ça allait être une journée magnifique. À 12h40, Harry n'était toujours pas là. On servit un 3e cocktail de bienvenue, puis un 4e, à 12h58. « Encore un cocktail de bienvenue » se plaignit Amy Pratt. « C'est parce que vous êtes tous très bienvenus » déclara Tamara qui commençait à s'inquiéter sérieusement du retard de son invité vedette. Le soleil tapait fort, les têtes se mirent à tourner un peu. « J'ai faim » finit par dire Bobo qui reçut une claque magistrale sur la nuque. Puis ce fut 13h15 et toujours pas de Harry. Tamara sentit son ventre se nouer. « On a poireauté » me confia Tamara au comptoir du Clarks. « Nom de Dieu, ce qu'on a poireauté !» Et il faisait une chaleur à crever. Tout le monde suait à grosses gouttes. « La soif de ma vie !» hurla Robert qui essayait de participer à notre conversation. « La ferme, toi. C'est moi qu'on interroge à ce que je sache. Les grands écrivains comme M. Goldman ne s'intéressent pas à des ânes dans ton genre. » Elle lança une fourchette dans sa direction, puis se retourna vers moi et me dit « Bref, on a attendu jusqu'à 1h30 de l'après-midi. » Tamara avait espéré qu'il avait eu une panne de voiture, ou même un accident. N'importe quoi pourvu qu'il ne soit pas en train de lui poser un lapin. Prétextant avoir affaire en cuisine, elle était allée à plusieurs reprises téléphoner à la maison de Goose Cove, mais aucune réponse. Elle avait alors écouté les informations à la radio, mais il n'y avait aucun accident à signaler et aucun écrivain célèbre n'était mort dans le New Hampshire ce jour-là. Par 2 fois, elle entendit des bruits de voiture devant la maison, et chaque fois son cœur bondit. C'était lui. Mais non, c'étaient ces imbéciles de voisins. Les invités n'en pouvaient plus. Accablés par la chaleur, ils avaient finalement pris place sous la tente pour y trouver un peu de fraîcheur. Assis à leur place, ils s'ennuyaient dans un silence de mort. « J'espère que c'est une très grande nouvelle » finit par dire Donna.
Si je bois un autre de ces cocktails, je pense que je vais vomir, déclara Amy. Finalement, Tamara pria le serveur de disposer les plats sur le buffet et proposa à ses invités de commencer le déjeuner. À 14 heures, le repas était bien entamé et toujours aucune nouvelle de Harry. Jenny, le ventre serré, ne pouvait rien avaler. Elle s'efforçait de ne pas éclater en sanglots devant tout le monde. Tamara, elle, tremblait de rage. 2 heures de retard, il ne viendrait plus. Comment diable avait-il pu lui faire un coup pareil? Quel genre de gentleman se comportait ainsi? Et comme si cela ne suffisait pas, Donna se mit à demander avec insistance quelle était donc cette nouvelle si importante qu'elle avait à leur annoncer. Tamara resta muette. Le malheureux Bobo, voulant alors sauver la situation et l'honneur de sa femme, se leva, solennel, prit son verre en main pour trinquer et déclara fièrement à l'intention de ses invités « Mes chers amis, nous voulions vous annoncer que nous avons une nouvelle télévision. » Il y eut un long silence d'incompréhension. Tamara, qui ne put supporter l'idée d'être ridiculisée ainsi, se leva à son tour et annonça « Robert a un cancer. Il va mourir. » Et tous les invités s'émurent aussitôt, y compris Bobo lui-même, qui ne se savait pas mourant et qui se demanda quand le docteur avait téléphoné à la maison et pourquoi sa femme ne lui avait rien dit. Et Robert, soudain, pleura parce que la vie lui manquerait. Sa femme, sa fille, sa petite ville, tout ceci lui manquerait. Et tous l'enlacèrent, promettant qu'il viendrait le visiter à l'hôpital jusqu'à son dernier souffle, et qu'il ne l'oublierait jamais. Si Harry ne s'était pas rendu à la garden party organisée par Tamara Quinn, c'est parce qu'il était au chevet de Nola. Aussitôt après que Pincas lui avait annoncé la nouvelle, il s'était rendu à l'hôpital de Manbury où Nola avait été admise. Il était resté plusieurs heures sur le parking, au volant de sa voiture, à ne pas savoir quoi faire. Il se sentait coupable. Si elle avait voulu mourir, c'était à cause de lui. Cette pensée lui avait donné envie de se tuer lui aussi. Il s'était laissé envahir par les émotions. Il était en train de réaliser l'ampleur des sentiments qu'il éprouvait pour elle, et il maudissait l'amour. Lorsqu'elle était là, tout près de lui, il était capable de se convaincre qu'il n'y avait pas de sentiments profonds entre eux, et qu'il fallait qu'il l'écarte de sa vie. Mais à présent qu'il avait risqué de la perdre, il ne s'imaginait plus vivre sans elle. Nola, Nola chérie, N-O-L-A, il l'aimait tellement. Il était 17 heures lorsqu'il osa finalement entrer dans l'hôpital. Il espéra n'y croiser personne, mais dans le hall principal, il tomba sur David Kellergan, les yeux rougis par les larmes. « Révérend, j'ai appris pour Nola, je suis vraiment désolée. Merci d'être venu témoigner de votre sympathie, Harry. Vous entendrez certainement dire que Nola a essayé de se suicider. Ce n'est qu'un malheureux mensonge. Elle avait mal au crâne et s'est trompée de médicaments. Elle est souvent distraite, comme tous les enfants. » « Bien sûr, répondit Harry. Saleté de médicaments. » « Dans quelle chambre se trouve Nola? Je voudrais aller lui dire bonjour. » « C'est très aimable à vous, mais vous savez, il est préférable qu'elle évite les visites pour le moment. Il ne faut pas qu'elle se fatigue, vous comprenez? » Le révérend Kellergan avait néanmoins un petit livret avec lui que les visiteurs pouvaient signer. Après y avoir inscrit « Prompt rétablissement, H.L. Kébert », Harry fit mine de partir et s'en alla se terrer dans la Chevrolet. Il attendit encore 1 heure, et lorsqu'il vit le révérend Kellergan traverser le parking pour regagner sa voiture, il retourna discrètement dans le bâtiment central de l'hôpital et se fit indiquer la chambre de Nola. Chambre 26, 2e étage. Il frappa à la porte, le cœur battant. Aucune réponse. Il ouvrit la porte doucement. Nola était seule, assise sur le rebord du lit. Elle tourna la tête et le vit. Ses yeux s'illuminèrent d'abord, puis elle eut un air triste. « Laissez-moi, Harry, laissez-moi ou j'appelle les infirmières. »« Nola, je ne peux pas te laisser. Vous avez été si méchant, Harry. Je ne veux pas vous voir me cause du chagrin. À cause de vous, j'ai voulu mourir. Pardonne-moi, Nola. Je ne vous pardonnerai que si vous voulez de moi. Sinon, laissez-moi tranquille. » Elle le fixa dans les yeux. Il eut un air triste et coupable et elle ne put s'empêcher de lui sourire. « Oh, Harry, chéri, ne faites pas cette tête de chien malheureux. Promettez-vous de n'être plus jamais méchant ? » ?»« Je le promets. Demandez-moi pardon pour tous ces jours où vous m'avez laissé seule devant votre porte sans jamais m'ouvrir. Je te demande pardon, Nola. Demandez-moi pardon mieux. Mettez-vous à genoux, et demandez-moi pardon. » Il s'agenouilla, sans plus réfléchir, et posa la tête sur ses genoux nus. Elle se pencha et lui caressa le visage. « Relevez-vous, Harry, et venez contre moi, mon chéri. Je vous aime depuis le jour où je vous ai vu. Je veux être votre femme pour toujours. » Pendant que dans la petite chambre d'hôtel, Harry et Nola se retrouvaient, à Aurora où la garden party était terminée depuis plusieurs heures, Jenny, enfermée dans sa chambre, pleurait sa honte et son chagrin. Robert avait essayé de venir la réconforter, mais elle refusait d'ouvrir la porte. Tamara, elle, emportée par une colère noire, venait de quitter la maison pour aller chez Harry et obtenir des explications. Elle rata de peu le visiteur qui sonna à la porte moins de 10 minutes après son départ. C'est Robert qui ouvrit la porte, découvrant Travis Down, les yeux clos, en uniforme de parade,
lui présentant une brassée de roses et qui récita d'une traite « Jenny, veux-tu m'accompagner au bal de l'été, s'il te plaît, merci ?» Robert éclata de rire. « Bonjour Travis, tu veux parler à Jenny, peut-être ?» Travis ouvrit grand les yeux et étouffa un cri. « Monsieur Quinn, je suis désolée, je suis tellement nulle. C'est juste que je voulais... Enfin, accepteriez-vous que j'emmène votre fille au bal de l'été? Si elle est d'accord, évidemment. Enfin, peut-être bien qu'elle a déjà quelqu'un. Elle voit déjà quelqu'un, c'est ça, hein? J'en étais sûre. Quel imbécile je fais! » Robert donna une tape amicale sur l'épaule de Travis. « Allons, mon garçon, tu ne pouvais pas tomber mieux. Entre !» Il conduisit le jeune officier à la cuisine et sortit une bière du frigo. « Merci, dit Travis en posant ses fleurs sur le comptoir. « Non, ça c'est pour moi. Toi, il te faut quelque chose de beaucoup plus fort. » Robert se saisit d'une bouteille de whisky et en servit un double sur quelques glaçons. « Bois ça d'une traite, veux-tu » Travis obéit. Robert reprit. « Mon garçon, tu m'as l'air très nerveux. Tu dois te relaxer. Les filles n'aiment pas les garçons nerveux. Crois-moi, j'en sais quelque chose. Pourtant, je ne suis pas timide, mais quand je vois Jenny, je suis comme bloquée. Je ne sais pas ce que c'est... C'est l'amour, fiston. Vous pensez? Pour sûr. C'est vrai que votre fille, elle est formidable, monsieur Quinn. Tellement douce et intelligente et si belle. Je sais pas trop si je dois vous dire ça, mais parfois je passe devant le Clarks juste pour la voir à travers la baie vitrée. Je la regarde et je sens mon cœur exploser dans ma poitrine, comme si j'allais étouffer dans mon uniforme. C'est l'amour, hein? Pour sûr. Et vous voyez, à ce moment-là, je veux sortir de voiture, entrer dans le Clarks et lui demander comment elle va, et si elle aurait pas par hasard envie d'aller au cinéma après son service. Mais j'ose jamais entrer. C'est l'amour aussi. Non, ça c'est la connerie. C'est comme ça qu'on passe à côté des filles qu'on aime. Faut pas être timide, mon garçon. T'es jeune, beau, t'as toutes les qualités. Qu'est-ce que je dois faire alors, monsieur Quinn? Robert lui resservit un whisky. J'aurais bien fait descendre Jenny, mais elle a eu une après-midi difficile. Si tu veux un conseil, avale ça et rentre chez toi. Enlève cet uniforme et mets simplement une chemise. Ensuite, tu téléphones ici et tu proposes à Jenny de sortir dîner dehors. Tu lui dis que tu as envie d'aller manger un hamburger à Montbury. Il y a un restaurant qu'elle adore là-bas. Je vais te donner l'adresse. Tu verras, tu pourras pas tomber mieux. Et pendant la soirée, quand tu vois que l'atmosphère est détendue, tu lui proposes une balade. Vous vous asseyez sur un banc, vous regardez les étoiles, tu lui montres les constellations. Les constellations, l'interrompit Travis désespéré. Mais j'en connais aucune. Contente-toi de lui montrer la grande ours. La grande ours? Je sais pas reconnaître la grande ours. Bon sang, je suis foutue. Bon, montre-lui n'importe quel point lumineux dans le ciel et donne-lui un nom au hasard. Les femmes trouvent toujours romantique qu'un garçon connaisse l'astronomie. Essaye juste de ne pas confondre une étoile filante avec un avion. Après ça, tu lui demandes si elle veut bien être ta cavalière pour le bal de l'été. Vous pensez qu'elle acceptera? J'en suis sûre. Merci, monsieur Quinn, merci beaucoup. Après avoir renvoyé Travis chez lui, Robert s'employa à faire sortir Jenny de sa chambre. Ils mangèrent de la glace à la cuisine. « Avec qui vais-je aller au bal maintenant, pas ?» demanda Jenny malheureuse. « Je vais être seule et tout le monde se moquera de moi. » « Ne dis pas des horreurs pareilles, je suis certain qu'il y a des tas de garçons qui rêvent de t'y accompagner. » Jenny avala une énorme cuillerée de glace. « J'aimerais bien savoir qui, gémit-elle la bouche pleine, parce que moi, je n'en connais aucun. » À cet instant, le téléphone sonna. Robert laissa sa fille répondre et l'entendit dire « Ah, salut Travis !»« Oui, oui, avec plaisir. Dans une demi-heure, c'est parfait. À tout de suite. » Elle raccrocha et s'empressa de venir raconter à son père que c'était son ami Travis qui venait d'appeler pour lui proposer d'aller dîner à Montbury. Robert s'efforça de prendre un air surpris. « Tu vois, lui dit-il, je t'avais bien dit que tu n'irais pas toute seule au bal. » Au même instant, à Goose Cove, Tamara fouinait dans la maison déserte. Elle avait longuement tambouriné contre la porte, sans réponse. Si Harry se cachait, elle allait venir le trouver. Mais il n'y avait personne et elle décida de procéder à une petite inspection. Elle commença par le salon, puis les chambres, et enfin le bureau de Harry. Elle fouilla parmi les feuilles éparses sur sa table de travail jusqu'à trouver celui qu'il venait d'écrire. « Manola, Nola chérie, Nola d'amour, qu'as-tu fait? Pourquoi vouloir mourir? Est-ce à cause de moi? Je t'aime plus que tout. Ne me quitte pas, si tu meurs, je meurs. Tout ce qui importe dans ma vie, Nola, c'est toi. 4 lettres. N-O-L-A. » Et Tamara, effarée, empocha le feuillet, bien décidée à détruire Harry Kéber.